Comme vient de le dire Julien, je suis designer, et non pas artiste d'ailleurs. Vous me traitez pas mal d'artiste, mais la grosse différence entre un designer et un artiste, c'est qu'en fait, moi je travaille rarement pour moi-même. Ce que je produis, c'est rarement une expression très personnelle, c'est plutôt des collaborations avec des industriels ou des centres de recherche. Ce qui est d'ailleurs une grande partie de ma clientèle sont des centres de recherche, des laboratoires. Une autre partie sont de l'industrie pure et dure, EDF, un fabricant d'avions. Et une dernière partie, c'est de la direction artistique, pour le coup un peu plus classique, avec plein de choses, le centre Pompidou et tout un tas de choses très variées. Donc ça fait 10 ans, depuis 2013, enfin un peu moins de 10 ans que je travaille à mon compte, et à travers toute la France, donc sur plusieurs choses très différentes. J'ai une façon de travailler aussi un petit peu particulière comme designer parce que j'ai un atelier de prototypage. Donc, comme me l'a expliqué Julien, j'ai une double formation, à la fois artisanale et dans le design. Et je tiens absolument à fabriquer moi-même les prototypes. Et tout ce qu'on va présenter ici a été fabriqué dans mon atelier mobile, qui est cette espèce de caravane tractée de 3,5 tonnes, dans laquelle j'ai installé tout un tas de machines de prototypage rapide, des imprimantes 3D et des fraiseuses numériques, un studio photo, plein de choses. Et j'ai mis un modèle de 4,5 pour qu'on fasse croire que l'espace est grand. En fait, l'espace est très petit. Donc, une partie de mon expérience professionnelle vient de cette collaboration qui est née en 2011 avec le CNRS. Et ils m'ont commandé en fait un outil de vulgarisation là, pour un laboratoire qui est là en l'occurrence le laboratoire des interférences liquides du LPS d'Orsay. Et ils m'ont demandé de réfléchir à un moyen de vulgariser en fait, la science et que des scientifiques puissent aller dans des collèges ou dans des conférences comme ici avec un dispositif compact et qui puisse permettre de parler de plein d'aspects de la science. Donc c'était l'époque de Game of Thrones, donc je m'étais largement inspiré du générique de Game of Thrones pour créer une sorte de paysage comme ça avec des bassins qui permettent et des accessoires qui permettent de parler de tout un tas de choses qui m'échappent complètement, mais j'assume parfaitement parce qu'en fait mon travail à moi c'est vraiment d'avoir une compréhension très surfacique des phénomènes scientifiques et de savoir les retranscrire au plus grand nombre. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de journée de la science avec un dispositif qui fonctionne. Un autre projet, c'est un Physics Circus. Là, c'était justement comment on amène la supraconductivité dans un dispositif très très compact, un peu en référence au cirque de Calder, où en fait tout un tas de petits animaux ou animaux supraconducteurs viennent démontrer donc plein d'aspects de la science. Et j'aime beaucoup aussi compléter mes travaux de vidéo. Donc on n'est pas sûr qu'il y aura du son, mais on va quand même essayer. Et ça, c'est un exemple typique de... Alors, je ne sais pas si je mets le micro devant, si vous allez entendre quelque chose, mais... Non, je pense que vous n'entendez rien. Bon, en tout cas, c'est une partie de mon travail, donc, c'est donc de concevoir des projets, des dispositifs et de les fabriquer. Donc là, il y avait un cahier des charges qui était faire quelque chose de do it yourself très facilement, c'est-à-dire partir de feuilles de bois, les assembler soi-même, découper tout ça dans des Fab Labs, les fabriquer pour permettre aux scientifiques de pouvoir, à moindre coût et de façon infinie, reproduire ma petite valise supraconductrice et amener en fait ce projet dans des écoles et dans plein de choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus rigolo avec de la musique, je suis désolé, mais on n'a pas le son. Donc voilà, c'est du bois plié, c'est très simple. Je vais peut-être vous l'avancer un petit peu. Et donc là, on a la fabrication et ensuite on a la médiation, donc qui est vraiment à proprement parler les effets de supraconductivité qui sont énumérés bientôt. Donc on déploie le dispositif. Et là, ensuite, avec l'azote et les aimants, le scientifique peut commencer donc à présenter une lévitation toute simple. Donc tous les accessoires ont leur fonction pour démontrer que ça lévite bien, pour venir parler donc des vortex et de la mémoire de position. Donc il y a un rail sur un petit train. Donc rien n'est réellement gratuit, tout a une fonction de médiation et de discours scientifique. Voilà. Bon, je vais sans musique, c'est un peu triste, alors ça me fait de la peine. Ouais, je pourrais chanter ça.
Hop, excusez-moi, je reviens à ça, CTRL F, non, CTRL L. Du coup, hop, c'est ce qu'on va dire. Donc cette première expérience en 2011 avec ces scientifiques m'a amené quelques années plus tard, au moment de mon diplôme à l'École nationale supérieure de création industrielle, de mélanger un petit peu donc, mon savoir-faire artisanal de base, cette expérience avec les scientifiques et une troisième variable qui était en fait les matériaux un peu désuets. J'appelais ça des orphelins, c'est-à-dire que pour moi il y a des artisans qui sont des orphelins techniques, ils ont assez peu de parents sur le marché, ils sont très isolés. Et il y a aussi des orphelins technologiques, c'est-à-dire on crée des choses qui sont tellement de pointe que finalement ça touche des domaines très très précis. Et parmi ces orphelins, j'avais identifié l'Institut Fresnel parce que ça me paraissait tellement pointu et tellement spécifique que je me disais, mais. Et pourtant, tellement intéressant d'un point de vue spécificité que j'ai été amené à les rencontrer. Un autre exemple d'objet né de ces mélanges d'orphelins, là, c'est un chapeau, un casque de vélo, excusez-moi, en laine de mouton. Donc là, l'idée, c'était de croiser la laine, qui est un matériau assez orphelin, puisqu'en fait, la laine est souvent brûlée et il n'y a que 20% de la laine qui est produite qui sert à faire des vêtements. Un laboratoire d'agrochimie de Toulouse et les chapeliers de la ville de Caussade. Et donc l'idée, c'était de compresser la laine de mouton et que la kératine et ses propriétés nous permettent de mouler un casque en laine. Cet exercice de fabrication d'objets comme ça en croisant des orphelins, donc je l'ai réitéré avec l'Institut Fresnel, et là cette fois-ci pour fabriquer une enceinte acoustique de très haute qualité, réalisée en marbre. Donc là c'est le mélange d'un savoir-faire du marbrier, d'ingénieurs acousticiens, et j'ai utilisé Fresnel aucunement pour leurs propriétés acoustiques ou quoi que ce soit, c'est vraiment uniquement en traitement cosmétique sur le marbre, parce que mon objet a la particularité de se présenter de cette manière-là, excusez-moi. Donc toute la technologie est comprise dans l'enceinte qui regarde une énorme lentille, et en fait cette lentille a pour fonction de diffuser dans la pièce les fréquences aiguës du son. Et donc cet aspect un petit peu sculptural de l'objet invite à tourner autour, et je trouvais ça absolument fascinant, les échantillons que Fabien Lemarchand m'avait envoyés à l'époque, la façon dont l'objet en fait évoluait quand on le tenait dans la main et changeait de couleur. Donc là, pour un designer, c'est une mine d'or, tout simplement. Donc je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. Et on avait fait donc nos premiers essais sur du bois. Et là où ça devient très intéressant dans cette collaboration, c'est que moi, j'ai dans mon bagage beaucoup de process pour teinter du bois, le dorer, l'argenter, le laquer, le vernir. Et d'un coup, on amène une façon de préserver totalement la fibre du bois, qui est en fait un procédé que vous appliquez habituellement sur des lentilles de télescope ou des verres de lunettes, et des choses qui finalement, j'avais cru comprendre en plus qu'à l'époque, que lorsque vous voyez énormément le dépôt, c'était plutôt quelque chose de raté. Et donc moi, je trouvais ça assez intéressant d'exploiter cet accident et vous obliger à mettre plein de matière pour créer des couleurs et des choses absolument folles d'un point de vue esthétique. Donc je suis revenu vers vous quelques années plus tard, donc dans le cadre de cette collaboration, d'une collaboration art et sciences en fait, qui est un mot un peu fourre-tout, mais qui est assez clair en fait. Là, l'idée, c'est de revenir avec une approche encore plus expérimentale, déposée sur encore plus de choses, dont un Jésus par exemple, et observer quels objets, alors cette fois-ci, quels objets auraient du sens en fait dans notre collaboration. Donc l'équipe, elle se compose donc des équipes de Fabien Lumeau, et surtout de cette machine qui est la Cirrus Pro. Et je vous présente tout le monde parce que on va voir plus tard que la machine a aussi sa part de créativité et sa part à sa main en fait sur la production, et que c'est vraiment un travail à trois en fait, design, scientifique et machine. Donc nous avons ces dernières années échantillonné sur énormément de matériaux et de supports, et je vous invite à aller découvrir ça après dans la salle à côté. Donc le fil conducteur des expérimentations était déjà de faire une variation des matériaux, essayer sur des matériaux que les designers utilisent et que les scientifiques n'utilisent pas forcément, qui sont donc des papiers, utiliser aussi mes process connus, donc découpe laser pour créer du pli, du motif, et en fait venir observer vraiment avec mes yeux comment le fait d'incliner les plans vient créer du motif, vient créer des couleurs et des choses extrêmement intéressantes pour un artiste, un designer ou un créateur.
Et c'est vrai que c'est à chaque fois donc des surprises dans la naissance des motifs. Mais tout ça, c'est bien joli, mais comment on l'exploite? Là, je vous mets encore des échantillons, des choses. Donc, c'est assez subtil ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des couches d'or, il y a des couches d'aluminium, et les objets, en fait, ont une vie sous nos yeux au moment où on les plie ou au moment où on change l'angle d'incidence. Ça, c'est du bois, par exemple, qui est doré, donc qui n'est pas doré ni à la feuille, ni recouvert. C'est assez intéressant. Donc, à partir de toutes ces expérimentations, c'est opérer un travail de tri et surtout de classification. Donc, quoi faire avec tout ça? Donc, il y a plusieurs choses. Il y a l'environnement des scientifiques. Moi, j'ai tenu à fabriquer des objets qui soient intégrés dans l'univers des scientifiques, c'est-à-dire leur labo, leur bureau, et des choses vraiment très simples, en fait. Donc, c'est des horloges, des pots à crayons, des luminaires et des posters. Parce que j'ai constaté que dans les CNRS, vous adoriez avoir de magnifiques posters dans vos couloirs. Et c'est très ironique, hein, parce qu'ils sont toujours très moches. Mais donc l'idée, c'est donc de venir re-questionner ces objets-là. J'ai remarqué que vous étiez aussi assez ponctuel, donc je me suis dit que l'horloge serait un objet qui ne serait vraiment jamais volé. Et donc, à partir de mes analyses d'échantillons de matières premières, donc il y a... Là je ne vais pas vous parler trop de ça, mais donc c'est vraiment la démarche de la personne qui crée. Donc ces plis, quoi faire avec des origamis, comment on pourrait peut-être créer un luminaire qui, en pliage, contient une source lumineuse et comment on viendrait sublimer en fait cette approche du pli. Alors l'idée de mes objets, c'est aussi qu'ils soient pour les scientifiques de l'équipe, un support de dialogue et de description scientifique. Alors, c'est-à-dire que je pense qu'en fabriquant des objets qui ont des angles différents et qui parlent en fait de ce qu'eux maîtrisent, mes objets soient des objets supports, donc pas directement des objets de vulgarisation, mais qu'ils puissent avoir un discours scientifique sur des objets que moi j'ai traités, en tout cas, uniquement esthétiquement. Donc voilà, une lampe, une horloge. Donc ça, c'était des recherches. Et me dire, voilà, j'exploite les facettes parce que j'ai constaté que tout simplement, lorsqu'on faisait des facettes, ça faisait changer les angles d'incidence et les couleurs. D'autres choses aussi un peu plus magiques, c'est-à-dire on dépose du métal, donc n'importe quel matériau peut devenir conducteur, et ça c'est assez magique pour moi. Donc on a en préparation un... Ah oui, alors ce que je vous montre, c'est du travail en cours. Donc il y a quelques objets terminés, mais la plupart sont en train d'être développés. Donc j'ai pas trop l'habitude de présenter des collaborations en cours de route, mais ça s'y prêtait assez bien aujourd'hui. Là, par exemple, on travaille donc sur un petit module Arduino qui est relié à des enceintes, et le simple dépôt métallique sur le bois ou le textile suffit en approchant la main et par effet capacitif. Donc on n'a même pas besoin de toucher le bois pour qu'il déclenche des sons. Donc avec ça, on peut développer des posters sonores, on peut imaginer un papier peint qui serait pourtant avec des éléments non conducteurs, donc du bois, des choses comme ça, mais déclencher des sons et déclencher des choses assez magiques. L'environnement, donc très important. J'ai constaté que vous étiez très producteur aussi de petits, j'ai oublié le nom de ces petites lentilles, d'échantillons déposés. Donc je me suis dit, mais au lieu de les mettre dans vos tiroirs, parce que vous en remplissez des tiroirs, mais pourquoi ne pas les valoriser et créer en fait une horloge où tout simplement ces petits pions seraient valorisés et seraient stockés. Et donc j'ai créé une Fresnel Samples Clock. Alors, c'est tout simple, mais en tout cas, je me dis, on pourrait dans vos bureaux, enfin, j'espère, c'est à vendre en plus. Non, c'est pas vrai. Mais on pourrait stocker et en fait donner vie en fait aux matériaux que vous avez sous la main. Alors, une autre chose très intéressante dans cette collaboration, c'est la surprise, parce que je pense pousser un peu dans les retranchements les machines et les scientifiques. Alors on a déjà cassé une machine, voilà, je suis très fier de cette chose. On a mis une bûche en bois dans une machine pour essayer de déposer dessus et le vide en a un petit peu trop demandé. Donc il y a toute une partie surprise qui fait que moi qui ai tant l'habitude de maîtriser mes créations et mes prototypes, là on a toute une partie extrêmement aléatoire des phénomènes qui sont liés au fait que vous ne mettez pas souvent des 10 kg de bois massif dans une machine, et avec des colles et tout un tas de procédés, de matériaux qui sont extrêmement difficiles à maîtriser. Pour vous donner un exemple, donc ça je l'ai donc usiné sur ma fraiseuse numérique dans ma Tiny, dans du bois massif. Et en sortie de pièce, la pièce est déformée de presque 10 cm parce que
voilà, il y a plein de contraintes de vide qui viennent s'ajouter. Donc c'est intéressant pour moi, c'est peut-être intéressant pour les scientifiques avec qui je travaille de comprendre des phénomènes de surprise ou en tout cas des contraintes. Donc ces objets-là se dessinent également par les spécificités de la machine, c'est-à-dire qu'on peut le constater ici, il y a un creuset au milieu qui m'empêche de faire une lentille complète, donc la forme aussi est intrinsèquement liée à la machine, donc c'est une partie de choses assez déterminantes dans la création. Donc cet objet est un miroir que j'ai appelé Big Smile, et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire de découvrir que j'étais en pleine résonance en train de revisiter le concept d'holographie à travers les discontinuités temporelles, puisque c'est votre smile, donc c'est un heureux accident, c'est presque lui. Et j'en termine avec effectivement l'accident, puisque c'est plus ou moins ce que j'ai trouvé presque le plus poétique dans cette collaboration et que je continue de trouver le plus poétique, c'est-à-dire que la machine a sa vie propre, hein, clairement. Lorsqu'on lui ajoute des métaux, il se passe des choses assez magiques en surface. Et là, on ne le voit pas très bien, mais vous verrez sur le poster. C'est-à-dire que moi, j'ai soufflé l'idée aux scientifiques même s'il y avait des choses qu'ils considéraient être des bêtises, de me les montrer, de me les présenter, parce qu'en fait, on n'a pas forcément le regard sur ce qu'on est en train de faire. Et en l'occurrence, la machine Cirrus Pro nous a produit un magnifique tableau. Alors chacun y voit absolument ce qu'il veut. Mais là, c'est simplement une feuille A3 qui était mise sur le côté et les dépôts ont créé des paysages comme ça. Donc je trouvais ça marrant d'assumer et de nommer en fait l'artiste de la machine, enfin l'artiste qui est en l'occurrence la machine et non pas moi ni même les scientifiques, pour ce paysage coloré. Et voilà, je crois que j'ai fait beaucoup plus rapide que mes deux prédécesseurs et j'en suis très fier. Merci Alexandre pour la présentation. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions? Alors la question était avec d'autres, est-ce que je travaille avec d'autres laboratoires et est-ce que j'aurais envie de travailler avec d'autres laboratoires autres que Fresnel? Alors oui, bien évidemment, je travaille avec, je peux vous montrer rapidement plusieurs choses. Alors l'envie de travailler avec d'autres laboratoires, oui, énormément, parce que c'est une des parties que je préfère de mon travail, c'est-à-dire la partie recherche et collaboration avec les scientifiques, c'est ce qui me... Excusez-moi, je fais ma pub. Ah oui, alors il faut absolument m'ajouter sur Instagram. Je compte bien avoir 300 followers de plus tout à l'heure. Donc ça, c'est mon nom. Hein. Donc une des parties des laboratoires avec qui je travaille, oui, c'est... si, il y a un laser là-dedans. C'est... donc là, on a... Hop, excusez-moi, donc c'est plus bas. Donc c'est quand même souvent le CNRS, mais donc le LPS d'Orsay sur la supraconductivité. On a eu donc les liquides interférentiels aussi à Orsay. Avec qui j'ai travaillé d'autres, j'essaie de réfléchir. Ah oui, l'Institut Pasteur, avec qui j'ai développé en fait cette lampe. Là, typiquement, c'était un exemple de... Le postulat de ça, c'était... En fait, chaque designer s'est vu affilier à un domaine de recherche de Pasteur. Et l'idée, c'était de fabriquer aussi un objet qui s'intègre dans l'environnement du scientifique. Et moi, donc, j'étais dans le service virologie. Et j'ai fabriqué cette espèce de lampe. Enfin, je suis parti de l'observation des boîtes de pétri qui traînaient partout et qui, des fois, moisissaient. Et je trouvais ça assez marrant. Et donc, j'ai fabriqué une espèce de lampe qui s'auto-moule. En fait, on coule au dos de la lampe une gélatine, enfin pas une gélatine, un bloc d'agar-agar qui vient se gélifier. Et ensuite, on laisse les bactéries se développer dessus. Et l'idée, c'est qu'elle est rétroéclairée et que la lumière évolue énormément avec le champignon qui vient la coloniser. Donc c'est un objet un petit peu manifeste, qui pue, mais qui était, voilà, qui est un autre exemple de collaboration avec les scientifiques. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci. Merci. Donc on va remercier à nouveau Alexandre pour sa présentation. Merci Alexandre.